Maintenant, on va pouvoir passer aux questions en matière de fiscalité internationale. Alors là, on n'a pas d'actualité de la loi de finances, mais on a de l'actualité jurisprudentielle assez importante. Notamment, on peut commencer par la notion de résidence fiscale en application de la convention fiscale entre la France et Israël. Alors, on vous a préparé une vidéo plus explicative sur le sujet, donc je ne vais pas rentrer plus en détail, mais ça concerne la question des personnes qui partent à l'étranger et qui vont s'installer dans un pays qui a une fiscalité privilégiée ou qui ne sont pas imposées dans le pays sur les revenus qu'ils perçoivent. Et là, c'était exactement le cas pour des retraités qui étaient partis de France en Israël et qui étaient exonérés d'impôts en Israël sur la perception de ces pensions. Et l'administration fiscale a estimé qu'ils étaient restés résidents fiscaux en France du fait qu'ils n'étaient pas imposés en Israël et qu'ils n'avaient pas le statut de résident fiscal en Israël du fait qu'ils n'étaient pas imposés sur leurs revenus. Mais la Cour administrative d'appel de Toulouse est venue réaffirmer que les questions d'assujetti à l'impôt en application des conventions fiscales permettent de déterminer qu'on est résident fiscal d'un pays, même si on est exonéré d'impôts dans le pays. À partir du moment où on peut être imposable dans le pays, et notamment sur les questions de pays avec des fiscalités territoriales, et ce qui était le cas en matière d'Israël, puisque même si les retraités touchaient des pensions de source française et uniquement ces pensions qu'elles n'étaient pas imposables en Israël, ils restaient imposables de manière secondaire en Israël sur leurs autres revenus en Israël, même s'ils n'avaient pas d'autres revenus, et que finalement ils étaient exonérés d'impôts en Israël seulement parce qu'ils bénéficiaient d'un régime spécifique d'exonération des pensions pendant 10 ans, mais que s'ils avaient eu d'autres revenus, ils auraient eu une imposition en Israël. Donc finalement, ils étaient bien assujettis à l'impôt au sens de la convention fiscale et résidents fiscaux en Israël et non pas résident fiscal en France. Donc on va vous faire une présentation un peu plus détaillée de cette jurisprudence en vidéo parce que c'est important sur les questions de résidence fiscale. Autre jurisprudence importante, c'est en matière de bénéficiaires effectifs et d'application des conventions fiscales, puisque c'est le thème du moment, la question de bénéficiaires effectifs. Et le Conseil d'État est venu dire que lorsqu'un revenu de source française est versé à une personne qui n'est pas bénéficiaire effectif du revenu, mais seulement le bénéficiaire apparent, il va falloir appliquer la convention fiscale conclue entre la France et l'État du bénéficiaire effectif. Ce n'est pas une faculté, mais ça devient une obligation pour l'administration fiscale. Bien sûr, sous réserve que le bénéficiaire effectif soit connu. Alors, quand l'administration fiscale n'a pas l'identité de ce bénéficiaire effectif, mais qu'elle peut démontrer que le bénéficiaire est apparent et pas effectif, elle va pouvoir refuser l'application de la convention fiscale de ce bénéficiaire apparent et appliquer simplement les dispositions du droit interne. Et là, le contribuable pourra contester la position pour dire, effectivement, je ne suis pas le bénéficiaire apparent, mais le bénéficiaire effectif dispose d'une convention fiscale et appliquer la convention fiscale de résidence du bénéficiaire effectif. Mais par contre, lorsque l'administration fiscale ne connaît pas le bénéficiaire effectif, mais n'a pas d'éléments pour véritablement contester que le bénéficiaire apparent n'est pas le bénéficiaire effectif, elle doit appliquer la convention du bénéficiaire apparent et ça sera le bénéficiaire effectif, si la convention fiscale est plus favorable, qui devra apporter des éléments pour bénéficier de sa convention fiscale. Ce qui devrait plutôt être rarement le cas, puisque si on a un bénéficiaire apparent, c'est qu'on voulait que le bénéficiaire apparent profite de la convention fiscale qui sera sûrement plus favorable que celle du bénéficiaire effectif. Autre jurisprudence importante, parce qu'on voit beaucoup circuler ces informations sur les LLC, les partnerships, etc. Les questions importantes de détermination et d'assimilation en matière de fiscalité et fiscalité internationale. Là, on va avoir pas mal de jurisprudence qu'on va détailler, notamment sur la cession de droits détenus par un partnership américain, puisque le Conseil d'État, en début d'année 2022, est venu dire que les revenus issus par la cession par un résident français de droits dans un partnership américain constituent bien des gains en capital qui sont visés par l'article 13.6 de la Convention fiscale entre la France et les États-Unis et qui attribuent à l'État de résidence du cédant le droit exclusif de les imposer. Et ça confirme la position de l'administration fiscale sur ce point-là. Pareil sur l'application du régime Murphy et des Limited Partnership de droit écossais. Là, c'est administratif de Paris de juin 2022 qui vient dire que c'est un fonds qui était constitué sous la forme d'un Limited Partnership de droit écossais doit être finalement assimilé à une société de libre partenariat créée par la loi Macron et qui finalement ne le rend pas éligible au régime Murphy sur les dividendes, puisque elle répète bien qu'il faut faire cette assimilation, ce principe dégagé par la décision Artemis, qui demande à ce qu'on fasse une assimilation de la société étrangère avec une société en France pour pouvoir déterminer le traitement fiscal à appliquer et notamment regarder quelles sont les caractéristiques de la société étrangère et son droit qui régit la constitution et le fonctionnement de cette société et à quelle société en France on peut l'assimiler afin de déterminer quelles seraient les règles applicables en application de la loi française. Et là, comme ce fonds devait être finalement assimilé à une société de libre partenariat et pas d'application du régime Murphy sur les dividendes qui a été versés par ce Limited Partnership de droit écossais
à une société française. Toujours application de cette décision Artemis, là c'est pour les immeubles détenus en France par des sociétés de droit suisse. Dans ce cas-là, le Conseil d'État est venu confirmer la taxation à l'impôt sur les sociétés de la société de droit suisse. Et finalement, du fait qu'il y avait une renonciation à recette à la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit de son société unique, là on applique également la décision Artemis par une société de droit suisse qui avait un société unique et qui avait mis gratuitement à sa disposition un bien immobilier dont était propriétaire en France. Et l'administration fiscale est venue justement regarder quel devait être le traitement fiscal applicable à cette société de droit suisse, à quelle société en France on pouvait l'assimiler, notamment au titre de l'ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui la régit par rapport à la Constitution, son fonctionnement. Et par cette théorie de l'assimilation, finalement, le Conseil d'État est venu caractériser cette société de droit suisse comme une société par action de droit français et finalement la taxer à l'impôt sur les sociétés du fait qu'elle ait renoncé à des recettes pour une mise à disposition gratuite de ses biens immobiliers à son unique associé. Donc c'est toujours important de savoir, quand vous avez des sociétés à l'étranger, de savoir comment les assimiler en droit français, notamment par cette théorie de l'assimilation, pour savoir finalement quel est le traitement fiscal applicable à vos opérations en France. Et on finit encore sur cette jurisprudence Artemis pour des plus-values immobilières réalisées par une SCI détenue par une fondation étrangère. Dans ce cas-là, la Cour administrative d'appel de Versailles a également jugé que la plus-value qui a été réalisée par la SCI française était imposable entre les mains de son associé, la fondation néerlandaise, au taux standard de l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas possibilité de bénéficier du taux réduit à 19%. Parce que là encore, quand ils ont analysé la fondation par rapport aux caractéristiques de la société, au droit qui la régit, la Constitution, son fonctionnement, ils ont estimé que cette fondation ne pouvait pas être considérée comme une personne physique d'une société de personnes et bénéficier du taux réduit, puisqu'elle devait être plutôt assimilée à une société civile de portefeuille en droit français. Et donc application du taux standard de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on passe à la Cour de justice de l'Union européenne sur les questions de taxis et de transmission des informations en matière de dispositifs transfrontières et des montages agressifs et les obligations imposées par l'avocat. Et par rapport à des avocats belges, la Cour de justice de l'Union européenne est venue dire que l'obligation qui est imposée à l'avocat d'informer les autres intermédiaires impliqués n'est pas nécessaire et viole le respect au droit des communications avec son client. Ensuite, on passe aux retenues à la source sur les prestations artistiques. Alors, on vous a mis cette décision parce qu'elle est importante, notamment pour les sociétés de production qui sont avec des artistes à l'étranger, puisqu'il y a des questions de retenue à la source qui doivent s'appliquer. Et là, on vous renvoie à notre vidéo sur l'optimisation fiscale pour les nuls numéro 4, où on parle justement d'une artiste américaine qui a eu des problèmes avec des impôts. Et le Conseil d'État là, est venu préciser que les dispositions de l'article 182A bis, donc la retenue à la source qui s'applique sur les prestations artistiques, n'est pas seulement sur les prestations artistiques en tant que telles, mais également sur les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable. Puisque normalement, il faut différencier la question prestations artistiques et prestations classiques qui ont une autre fiscalité et normalement une imposition dans le pays de la société de production. Donc normalement, pas de retenue à la source. Après, ça dépend des conventions fiscales, mais en tout cas, c'est à peu près le mécanisme. Et là, ça va plutôt changer pas mal de choses, puisque ça voudrait dire que presque l'intégralité des prestations seront taxées dans le pays de réalisation des prestations, notamment sous matière de retenue à la source. Alors, il faudra voir si cette décision est un arrêt d'espèce ou pas, mais en tout cas, c'est à prendre en compte de manière importante. Dernière jurisprudence en matière de fiscalité internationale, c'est sur les holdings luxembourgeoises et les montages artificiels, puisqu'on a vu ça également sur certaines vidéos, la création de sociétés au Luxembourg pour bénéficier de manière artificielle d'une exonération d'impôts ou optimiser au moins fiscalement ses impôts. Et là, il y a plutôt une jurisprudence dans le sens de la holding luxembourgeoise, puisque la Cour administrative d'appel de Lyon est venue empêcher l'application de la clause anti-abus sur le cas de dividendes de source française versés à une holding luxembourgeoise, puisque l'administration fiscale n'avait pas réussi à montrer le montage artificiel. Donc on parle beaucoup de substances de montage artificiel pour appliquer à la fois les théories d'abus de droit ou aussi les clauses anti-abus en matière de régime mère-fille ou pour bénéficier des exonérations de revenus à la source. Et dans ce cas-là, finalement, l'administration fiscale n'a pas pu démontrer le montage artificiel puisque le contribuable a pu démontrer que la création de sa holding luxembourgeoise était motivée par la nécessité d'organiser juridiquement le groupe et de promouvoir son développement international. Également que cette société luxembourgeoise a développé une activité de prestation de services administratives et comptables auprès de ses sous-filiales. Donc il y avait vraiment des management fees et des prestations de services qui étaient faites. Et également, elle disposait de moyens matériels et humains lui permettant de réaliser ses activités de prestation de services. Donc on voit locaux, personnel, matériel de transport, mobilier matériel, de bureaux informatiques. Donc ça vous donne quand même une grille de lecture pour savoir quand vous voulez mettre une société à l'étranger, votre holding à l'étranger, quoi faire pour qu'elle devienne une société
finalement doué d'une substance et qu'on évite de vous remettre dans le cadre d'un montage artificiel et qu'on vous oppose beaucoup de clauses anti-abus et des mécanismes d'abus de droit. Voilà, et pour terminer en matière de fiscalité internationale, on vous signale la signature de 2 conventions fiscales avec le Danemark et la Grèce, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Avant-dernière partie en matière de contrôle et contentieux fiscal,